En Afrique du Sud, le jeune leader des combattants pour la liberté économique veut être jugé rapidement. Mais ce lundi, son procès a été reporté de nouveau d'une journée. Au Mexique, un reporter photographe et 4 femmes ont été abattues. Des manifestations ont lieu pour exprimer de l'indignation. L'ONU a mis au point un plan d'action pour la planète d'ici à 2030. Le but est d'éradiquer l'extrême pauvreté du monde. Bonsoir chez vous et bienvenue dans ce rendez-vous des informations sur Sika. C'est une nouvelle qui risque de susciter quelques turbulences dans les relations franco-gabonaises, selon une source du ministère de l'Intérieur français. Maxime Akromessi, le directeur de cabinet du président Ali Bongo Ondimba, a été interpellé ce lundi à l'aéroport de Roissy dans le salon VIP alors qu'il allait prendre l'avion pour Libreville. Il a été placé en garde à vue au quai des Orfèvres par la police judiciaire dans le cadre d'une enquête pour corruption d'argent public étranger. N'étant pas en possession d'un ordre de mission, il n'a pas pu faire jouer son immunité diplomatique. D'origine béninoise et naturalisé gabonais, Maxime Akromessi est critiqué par l'opposition gabonaise pour être la cheville ouvrière du système de gouvernance mis en place à partir de 2009 par Ali Bongo Ondimba, qui a succédé à son père après des élections contestées. Nous y reviendrons plus amplement dans d'autres éditions. Le procès de l'opposant populiste sud-africain Julius Malema, qui devait se tenir ce lundi en Afrique du Sud, a été reporté de nouveau. Le procès, déjà repoussé de plusieurs mois en septembre dernier, a cette fois été ajourné jusqu'à mardi à cause de l'hospitalisation d'un des co-accusés qui devait comparaître avec Malema. Ce délai permettra aux deux parties de décider si elles souhaitent un report plus long ou si Malema peut être jugé séparément dès à présent, comme il le souhaite d'ailleurs. L'acte d'accusation fait état d'une pyramide de sociétés écran associant Malema comme actionnaire indirect à l'entreprise qui avait été choisie à l'époque pour la réfection des routes de Limpopo avant même la parution de l'appel d'offres. Puis nous poursuivons ce journal, nous rendons à présent au Burkina Faso. Le rapport 2014 du Réseau national de lutte anticorruption sur l'état de la corruption au Burkina Faso, publié en juillet dernier, indique que les pratiques de corruption ont augmenté au Burkina Faso, surtout dans l'administration publique. Le ministère du Développement numérique et des Postes affiche son ambition à lutter efficacement contre le fléau. D'ailleurs, ce ministère vient de mettre en place des comités de lutte anticorruption qui devront être des outils d'alerte et de sensibilisation par les pairs. Claude Romba, correspondant de SICAR au Burkina. Ils ont été choisis sur la base de leur moralité, de leur probité et ils jouissent d'une bonne renommée auprès de leurs collègues. Ce sont les membres du comité anticorruption au sein du ministère du Développement de l'économie numérique et des Postes. Leur rôle, mener des investigations sur les pratiques de délinquance économique et de corruption au sein du ministère. Ce sont des comités qui vont servir d'outils d'alerte de ce qui se passe, mais aussi qui pourront dénoncer dans les cas de corruption qui existeraient au sein du ministère. Ce sont des comités également qui pourront recevoir de la part des usagers un certain nombre d'informations. En tout cas, ce sont des structures qui vont permettre véritablement au premier ordre du ministère de savoir exactement ce qui se passe dans la maison. Au total, ce sont 3 comités anticorruption de 4 membres chacun qui ont été mis en place et qui devront s'étendre à terme à toutes les entités du département. Être la conscience du ministère et non jouer un rôle de gendarme auprès des collègues. On n'est pas un gendarme si méchant. Nous, on doit jouer le rôle de sensibilisation. Il y a d'autres structures qui vont jouer le rôle de gendarme coercitif. Par la mise en place de ces comités anticorruption, c'est la volonté affichée par les autorités du ministère à lutter contre ce phénomène qui gangrène l'économie burkinabé. Pour rappel, le ministère du Développement numérique et des Postes est le 2e département, après celui de l'économie et des finances, à disposer d'un tel comité.
L'armée du Nigeria a annoncé dimanche soir avoir libéré 178 otages de Boko Haram, dont 101 enfants, et capturé un commandant du groupe islamiste au cours d'une opération militaire. Elle a également déclaré avoir mené des frappes aériennes sur le village de Bita, non loin de la forêt de Sambisa, où Boko Haram s'apprêtait à lancer une offensive. De nombreux islamistes ont été tués selon l'armée. L'armée nigériane a mené une offensive à 70 km au sud de Maiduguri, la capitale de l'État de Borno. Durant cette opération, 178 personnes retenues en otage par les terroristes ont été sauvées, dont 101 enfants, 67 femmes et 10 hommes. Mieux, un commandant des terroristes de Boko Haram a été capturé vivant. L'armée nigériane a déjà annoncé ces derniers mois avoir libéré des centaines de femmes et d'enfants retenus captifs par Boko Haram, notamment dans la forêt de Sambisa, l'un des repères historiques du groupe islamiste. Plus tôt cette semaine, l'armée a annoncé avoir libéré 30 otages, dont 21 enfants et 7 femmes près de Dikwa, à quelques 90 km à l'est de Maiduguri, puis 59 otages, dont 29 femmes et 25 enfants, au cours d'une autre opération près de Kondouga, une ville située sur l'axe qui relie Maiduguri à Bama. Les attaques islamistes se sont, elles, poursuivies ce week-end dans l'état de Borno. 13 personnes ont été abattues dans la nuit de samedi à dimanche à Malari, un village proche de Kondouga, où des maisons et des boutiques ont été brûlées. Un peu plus au nord, la ville de Gamboro, située sur la frontière camerounaise, a été attaquée par des islamistes qui y ont... Voilà, les pays membres de l'ONU ont mis dimanche la dernière main à un plan d'action. Celui-ci vise à éradiquer l'extrême pauvreté dans le monde d'ici à 2030, tout en maîtrisant le réchauffement climatique. Il a fallu une semaine de négociations intenses au siège de l'ONU à New York pour arriver à l'adoption d'un projet d'une trentaine de pages. Experts et diplomates des 193 pays membres ont élaboré un outil intitulé « Transformer notre monde, programme de développement durable d'ici 2030 ». Cet ambitieux programme sera soumis pour adoption formelle aux chefs d'État et de gouvernement de la planète les 26 et 27 septembre à New York. Ce sera en marge de la session annuelle de l'Assemblée générale de l'ONU. Le chef-d'œuvre comprend 17 objectifs de développement durable déclinés en 169 cibles. Au premier plan est inscrite l'élimination de la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde. 1 milliard de personnes vivent avec moins de 1,25 $ par jour. Le problème est particulièrement criard en Afrique subsaharienne et en Asie. D'autres objectifs concernent la réduction des inégalités, un travail décent pour tous, des modes de production et de consommation durable et des sociétés pacifiques et ouvertes à tout, car paix, développement et bonne gouvernance vont de pair. L'objectif numéro 13 enjoint au gouvernement de prendre d'urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions. Les responsables de l'ONU soulignent le lien avec la négociation climatique qui doit se conclure fin décembre à Paris, même si les deux initiatives avancent séparément. Le document appelle à conclure à Paris un accord ambitieux et universel sur le climat. Le respect des 17 objectifs qui doivent entrer en vigueur au 1er janvier 2016 sera volontaire pour chaque État qui choisira les moyens de les atteindre. Mais des indicateurs devraient permettre de juger des progrès accomplis et d'assurer un suivi systématique. Au Mexique, les amis et proches de Rubén Espinosa font le deuil du reporter photographe abattu dans un appartement à Mexico avec 4 femmes, dont une militante des droits de l'homme. Leurs corps ont été retrouvés criblés de balles et les mains liées. Des journalistes ont manifesté dans la capitale pour crier leur indignation. Rubén Espinosa, 31 ans, travaillait notamment pour la prestigieuse revue Proceso de Mexico et le journal ABC Noticias de Veracruz. Venu se réfugier dans la capitale il y a 2 mois, après avoir reçu des menaces, il a été froidement abattu, ainsi que 4 femmes, dont une militante des droits de l'homme. Un porte-parole du parquet a précisé que les cadavres avaient été trouvés dans un appartement d'un quartier aisé de Narvarte, dans le sud de la capitale, après un appel de voisins.
Dès l'annonce de son décès, samedi soir, des personnes se sont réunies à Salapa, capitale de l'État de Veracruz, pour déployer des pancartes et allumer des bougies. Une centaine de personnes ont manifesté dimanche matin à Veracruz, où le photographe résidait il y a encore 2 mois. Les journalistes sont très en colère, apeurés et furieux parce que nous assistons à une chasse aux journalistes. Comme les autres, je me sens profondément triste et indigné, ne pouvant pas réagir à cette situation convenablement. Espinosa était venu se réfugier à Mexico après avoir été agressé à plusieurs reprises, notamment en 2013, lorsqu'il avait été frappé par la police lors d'une manifestation à Veracruz. La Commission des droits de l'homme de Mexico a demandé aux autorités de ne pas écarter la piste liée à son travail journalistique. Au cours de la dernière décennie, plus de 80 journalistes ont été tués au Mexique et 17 sont portés disparus selon Reporters sans frontières. D'importantes inondations en Birmanie ont fait au moins 46 morts. Des pluies diluviennes compliquent les secours aux populations sinistrées. La mousson a touché de vastes parties du pays lors des dernières semaines, conduisant le gouvernement à déclarer l'état de catastrophe naturelle. Depuis jeudi, 27 personnes sont mortes dans l'ensemble du pays et 4 autres sont portées disparues dans la région de Mandalay, d'après le directeur du département d'aide et de réinstallation du ministère des Affaires sociales. La montée des eaux et les glissements de terrain ont détruit de nombreuses routes, ponts et maisons. Environ 150 000 personnes ont été déplacées ou ont vu leurs moyens de subsistance affectés par les inondations. Je suis venue ici parce que ma maison est inondée. Elle n'est pas entièrement submergée, mais elle n'est pas habitable. Je suis allé voir chez moi et le niveau de l'eau avait baissé. Mais on ne peut pas encore y retourner, c'est encore trop mouillé. Il y a trop de pluie cette année et le barrage près d'ici a débordé. C'est pour ça que c'est inondé. Les précipitations se sont abattues principalement à Calais, ville du nord du pays, et Situé, la capitale de l'État Rakhine, à l'ouest, où les vols ont été suspendus. L'État Rakhine accueille déjà près de 140 000 déplacés, principalement des Rohingyas, minorité musulmane persécutée en Birmanie. Les autorités ont demandé à la population des régions les plus touchées de se diriger vers des endroits plus sûrs. Notons que le bilan a fait état aujourd'hui d'au moins 46 morts dans ces inondations en Birmanie. Et c'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous et à bientôt.